Quand on a connu les pays de l'Est d'avant la chute du mur, quand on est allé dans les magasins d'État à Moscou ou en Chine avant le Tiananmen, on est presque amusé par la mode qui subsiste dans les enseignes pas chères, dans les ultra-discounts en France, de présenter sur une gondole centrale au milieu de l'alimentation des bottes en caoutchouc, des outils de menuisier, des pantoufles, des gants de jardinage, des coffrets de tournevis, des cahiers de mots croisés, des jantes en plastique, des livres pour enfants et des maillots de bain et des guitares de débutants et parfois même des ordinateurs portables. Eh ben, tout ça fait partie d'une culture de la rareté qui a disparu dans la plupart des grandes enseignes, comme elle a disparu de nos vies d'ailleurs. Quand on cherche un truc précis dans un hypermarché, on le trouve, alors que là c'est plutôt l'attrait de l'occasion, du hasard, du prix très bas évidemment, qui sont à l'origine du succès de ces choses. Mais pas seulement, c'est aussi le fait que demain il n'y en aura peut-être plus. Et quand on allait acheter des bottes ou un râteau à Prague ou à Cracovie en 74, c'était un peu la même chose. Il venait d'en arriver un wagon, mais après il fallait attendre le prochain wagon de bottes ou de râteau, et ça pouvait durer 2 mois. Du coup les gens avaient tendance à acheter rapidement ce qu'il y avait, de crainte qu'il n'y en ait plus, et même s'ils n'en avaient pas besoin, pour pouvoir éventuellement le monnayer ou l'échanger ensuite contre ceux dont ils avaient besoin. Nous n'en sommes pas là, nous ne sommes plus là, mais le fait que cette pratique affecte encore chez nous presque exclusivement les ultra-discounts, les magasins des pauvres, invite à réfléchir, parce que cette culture de la rareté qui fait vendre mieux marche spécialement bien sur le tiers-monde, et que le tiers-monde peuple littéralement les ultra-discounts de la région parisienne, avec parfois des prises de bec entre communautés à propos des arrivages qui sont de plus en plus violentes. Parce que certaines femmes épluchent les catalogues des promos du jour, là, ils se mettent à glapir quand c'est pas au prix indiqué ou quand il n'y a plus d'objets disponibles. Il y a donc une espèce de tension aux abords de ces gondoles pleines de choses convoitées quand elles viennent d'arriver. La cour des miracles est parfois même vraiment très animée, comme on l'a vu récemment à cause d'une promotion sur le Nutella. Et donc, mon sujet, c'est pas la description du phénomène dont tout le monde a déjà parlé. Non, c'est une espèce de complicité que j'ai fini par nouer avec l'une des filles de la caisse du discount à côté de chez moi, une Serbe ou une Russe, je sais pas, avec un fort accent, avec un petit nez courbe et pointu, avec des yeux bleus, et qui est envers moi d'un empressement obséquieux, comme si je représentais à ses yeux le client idéal d'un commerce idéal. C'est-à-dire ceux de son enfance à Moscou ou à Belgrade, j'imagine, ceux où on dit « mais je vous en prie, prenez votre temps ». Il y a vraiment dans la façon dont elle me prend à témoin du regard une sorte de désir de connivence culturelle contre cette autre humanité qui glapit pour 10 centimes, qui téléphone à tue-tête en mettant les choses d'une main là sur le tapis, dont les enfants horriblement élevés touchent à tout et poussent des cris dans l'allée, et qui fait sans cesse étalage de ses origines, de ses traditions par le vêtement, par la langue, par ses aversions alimentaires, le tout pendant que l'homme du foyer, lui, garé juste devant les chariots en double fil, une main baguée sur la portière, l'autre tenant un téléphone à 800 €, laisse tourner son moteur devant l'entrée du supermarché, un moteur de Mercedes diesel à vitre fumée, toutes options, mais toutes options d'il y a 15 ans. Donc cette Tatiana ou cette Irma là me sert avec des égards tellement prononcés qu'on voit qu'elle fait étalage de sa bonne éducation exprès pour en remontrer au reste de la clientèle et pour me dire à demi-mot, vous et moi, nous sommes du même monde. Et je crois qu'elle a raison. Du même monde, celui des livres de Victor Hugo, de Dostoïevski, de Tolstoï, de Kafka, celui de Sissi impératrice, celui qui aime la truite de Schubert et les danses hongroises de Brahms, et le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Et ça, on ne pourra jamais nous l'enlever. Nous parlons la même langue, la langue de la vraie Europe, celle qui a survécu dans son passé, même le plus récent, à toutes les invasions, à toutes les convoitises, à tous les pillages. Eh bien, si vous en faites partie aussi, dites-le moi si vous voyez pourquoi il est urgent de se souvenir que nous faisons partie du même pays mental, un pays impossible à raser, impossible à vaincre. Abonnez-vous à Campagnol TVL.